C'est un homme politique et des plus chevronnés que je reçois aujourd'hui dans Faites entrer l'invité. Il a occupé la plus haute fonction de l'État de son pays, le Mali, quelques années auparavant. Il avait dirigé plusieurs ministères, dont un des plus clés, celui de la diplomatie. Il est considéré comme un homme de consensus. C'est d'ailleurs pour cela qu'il avait été choisi au terme de l'accord négocié de la CEDEAO en 2012. 6 ans plus tard, on se souvient encore de ses premiers mots à la tribune lors de son investiture. Le Mali, terre de paix, de tolérance et de dialogue, est coupé en deux, disait-il. Le Mali faisait face à de terribles atrocités, des djihadistes qui s'étaient emparés de tout le nord de son pays. Mon invité aujourd'hui, je suis ravie de l'accueillir, est Monsieur Diokonda Traoré. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Autant que possible. Cette interview est enregistrée parce que vous êtes de passage au Maroc pour le Grand Montana. Pour vous recevoir dans Faites entrer l'invité de Radio 2M, j'aimerais évoquer avec vous les grands enjeux du continent africain, mais en particulier de la jeunesse, de l'avenir de notre jeunesse. Mais j'aimerais, si vous le permettez, revenir un tout petit peu sur cette période difficile que vous avez dû avoir à gérer, de cette période terrible qu'a traversé le Mali. Aujourd'hui, est-ce que votre pays est arrivé à se relever? C'est difficile de dire que... Je vais vous demander juste de mettre le micro, Monsieur le Président, s'il vous plaît. C'est difficile d'affirmer que le pays s'est totalement relevé. Vous connaissez le terrorisme, vous en connaissez la nature. Et c'est difficile de l'enrayer en quelques années. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie, grâce aussi au soutien, à l'aide, à l'accompagnement des pays de la sous-région, d'abord, de ceux du continent et de la communauté internationale, avec la France et l'Europe en tête. Une période extrêmement difficile. Je crois que le premier enjeu, c'était de comprendre que la nature de l'insécurité avait changé au Mali. Pendant plusieurs décennies, nous avions affaire à des irrédentistes, des mouvements indépendantistes qui parlaient de l'Azawad, etc. Et puis, avec le problème qui s'est posé en Libye, suite aux différents printemps arabes, évidemment, nous avons vu déferler au Mali un certain type d'individus, des gens qui étaient enrôlés dans l'armée libyenne, qui étaient désormais désœuvrés, et parmi eux, beaucoup de Maliens, qui sont donc revenus dans leur pays et qui ne savaient ni quoi faire, ni où aller. Et ce sont bien entendu des gens qui constituaient un vivier de rêves pour le djihadisme, qui les a enrôlés et qui a commencé à semer la terreur au nord du Mali. Évidemment, ils ont trouvé sur place le reste des irrédentistes qui étaient là, qui se sont trouvés être leurs alliés objectifs. Mais très vite, ils ont mis ces gens-là de côté et ils ont commencé à faire régner la terreur au Mali. Donc il fallait comprendre que la sécurité avait changé de nature. C'était totalement différent. Ce n'était plus une affaire de Malien à Malien. Non, du tout. C'était devenu, le Mali est devenu le théâtre des opérations d'un combat beaucoup plus grave et beaucoup plus sérieux. C'était une guerre de civilisation. Des gens qui étaient venus et qui avaient décidé de s'installer au Mali pour y prospérer, pour s'équiper, pour s'entraîner et peut-être plus tard pour se projeter et atteindre d'autres pays. Donc c'était un problème d'une toute autre nature et ça, il fallait déjà le comprendre. Et lorsque vous aviez compris cela, évidemment, vous compreniez aussi que devant ce qui était le résultat d'une coalition, parce que derrière eux, c'était toute une coalition, ce qui était le résultat d'une coalition ne pouvait être combattu que par une autre coalition. Donc il fallait mobiliser toutes les forces qui étaient décidées à défendre la civilisation. C'était une guerre de civilisation. Des gens qui voulaient nous ramener 15 siècles en arrière
et ceux qui croyaient encore en cette civilisation dans laquelle nous vivons actuellement et qui étaient décidés à la défendre. Donc, je pense qu'assez rapidement, nous avons compris cela et nous avons mobilisé toutes les forces que nous pouvions mobiliser, militaires, financières, diplomatiques, etc., avec l'aide de la France et de l'Europe, avec l'Organisation des Nations Unies. Et nous avons effectivement réussi à, non pas les bouter entièrement hors du Mali, mais en tout cas à les neutraliser. C'est ce qui nous a permis de reconquérir les 2 tiers du territoire qui avait été occupé et d'organiser des élections qui, je pense, ont été crédibles et qui ont permis de mettre en place des autorités légitimement élues. Et donc, je pense que nous avons fait du chemin, mais nous n'avons pas encore fini avec le djihadisme et le terrorisme. Non, parce que tout le monde y est confronté. C'est Voilà. vrai, quand vous dites le retour 15 siècles en arrière, on se souvient tous de ce qui était détruit à Tombouctou, on se souvient tous des livres qui étaient brûlés comme si nous étions à des siècles et des siècles en arrière. On se souvient tous comment les femmes maliennes du Nord Mali ont été traitées à cette période-là, et je pense que ça mettra du temps encore avant que toutes les blessures soient fermées. Monsieur le Président, quand on parle justement de la coopération, vous parliez tout à l'heure du soutien de la France, du soutien des Nations Unies. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui plus que jamais que cette coopération, elle est vitale? Parce que le terrorisme vous a touché, le terrorisme nous a touchés, nous au Maroc. La France a été touchée par le terrorisme et de très nombreux pays européens. Est-ce qu'aujourd'hui on se rend enfin compte qu'on ne peut plus être seul et qu'on peut lutter que tous ensemble et d'une seule et même voix? Parce qu'on a mis du temps quand même à le réaliser. Chacun travaille un peu dans son coin. Je pense que la France de François Hollande l'a compris très vite. Pourquoi il s'est engagé très vite à nos côtés. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous condamnés à le comprendre. Parce que face à cette menace, il faut une réponse planétaire. Il faut que tous ceux qui tiennent à notre civilisation se mettent ensemble pour éradiquer ce terrorisme. Bon, c'est pas dans l'histoire un phénomène nouveau, hein. Je pense que la plupart des religions sont passées par là, par une période de terreur. Nous avons connu les inquisitions, les tribunaux inquisitoires, nous avons connu les rois chrétiens, nous avons connu la Saint-Barthélemy en France, etc. Donc toutes les religions passent par cette période-là. Bon, le christianisme, ça a duré un peu de temps. Je pense également que pour l'islam, ça va durer un peu de temps. C'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas l'éradiquer du jour au lendemain. Mais ça ne peut pas prospérer. Parce qu'en fin de compte, la civilisation finira par triompher de l'obscurantisme. C'est ma conviction. Donc je pense que nous sommes condamnés à comprendre cela et à nous engager dans ce combat, qui est un combat vital pour l'humanité. Et la jeunesse a un très grand rôle à y jouer, parce que quand ces jeunes, dans votre pays, mais dans le nôtre, un petit peu partout, voient ce à quoi nous faisons face. On l'a vu hier, on l'a entendu dans le message du souverain, qui rappelle la place essentielle de la jeunesse africaine, en rappelant que notre continent abrite le chiffre le plus important des jeunes de notre planète. Quand ces jeunes, justement, voient ce que l'on traverse de jour en jour et ces périodes difficiles, on se dit qu'il faut que nous fassions davantage pour eux. Oui, la jeunesse, je pense, est concernée et impliquée à plus d'un titre. Parce que, d'abord, il s'agit de son avenir à elle, principalement. Mais c'est à nous de nous en occuper. Voilà. Mais ça implique aussi une certaine responsabilité pour les moins jeunes et pour les plus âgés. Et je crois que cette jeunesse qui, quelque part, je dirais, n'a peut-être pas beaucoup de chance d'être jeune à cette période-ci, doit relever beaucoup de défis. Elle se trouve dans un monde qui change à la vitesse de la lumière, qui pose d'autres défis,
qui propose de nouveaux logiciels à maîtriser. Et donc, c'est une jeunesse qui a extrêmement de choses à faire et qui a besoin, forcément, d'être accompagnée et d'être aidée par les plus anciens. Bon, c'est une jeunesse qui, nous le constatons aujourd'hui, a des problèmes. Elle a des problèmes. Elle est confrontée à tous les avatars de toutes ces choses que nous inventons tous les jours. Évidemment, quand vous inventez une chose, forcément, il y a des côtés positifs, il y a toujours des côtés négatifs. Je dis souvent aux gens, quand Albert Einstein a trouvé sa belle formule E égale mc2, bon, ça mettait à la disposition de l'homme une formidable énergie, mais aussi, ça a permis à l'homme de fabriquer la bombe atomique. Donc, il y a toujours le bon côté et le mauvais côté. Donc, toutes ces nouveautés qui apparaissent tous les jours, bon, un bon côté et un mauvais côté. Généralement, la jeunesse, si on y prend garde, elle choisit toujours le mauvais côté. Notre jeunesse aujourd'hui est à la merci de beaucoup de fléaux. L'alcoolisme, la drogue, etc. Bon. Et je pense qu'elle a besoin d'être suivie, d'être accompagnée, d'être formée, d'être éduquée. Mais justement, je trouve que, c'est pas que je suis très jeune, je ne le suis pas d'ailleurs, mais je trouve qu'aujourd'hui, la jeunesse, on en parle comme si c'était une fatalité. Alors que, est-ce qu'on lui donne suffisamment d'espoir? Vous dites ce à quoi elle est confrontée, mais notre jeunesse aujourd'hui, elle est bel et bien vivante. Elle a plus que jamais envie d'aller plus loin. On a entendu parler d'initiatives ces derniers temps. Nos deux pays ont signé de très nombreux accords dans divers domaines. Je ne sais pas si dans l'enseignement cela a avancé très concrètement, mais on voit de plus en plus de jeunes bouger de pays en pays, notamment pour faire leurs études. Nous avons beaucoup d'ailleurs de jeunes étudiants maliens qui viennent au Maroc. Vous êtes un homme politique averti. Certains vous appellent un sage. À votre avis, qu'est-ce que l'on doit faire, et très vite, pour faire changer les choses? Vous parlez d'éducation, mais est-ce que c'est suffisant? Bon, l'éducation n'est peut-être Elle est pas vitale, suffisante, bien évidemment. mais elle est nécessaire. Ah oui, elle est même obligatoire. Voilà, elle est absolument tout nécessaire. débute là, d'ailleurs. C'est absolument nécessaire. Je pense que tout commence par là. Mm. Beaucoup de dérives que nous voyons actuellement sont dues au fait que, je crois, beaucoup de jeunes ne sont pas suffisamment formés, ni suffisamment éduqués. Donc je pense qu'il faut commencer par là. Et ensuite, le tout de ne pas être, ce n'est pas de fréquenter des écoles, des universités, d'avoir des diplômes. Il faut avoir un emploi. Il y a le problème de l'emploi des jeunes qui se pose. Il faut créer des emplois pour les jeunes. Il faut que les jeunes aient des perspectives, qu'ils entrevoient un avenir. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Et nous n'y sommes pas encore. Ça, ce n'est pas toujours le cas. Et évidemment, quand vous êtes là, sans travail, sans emploi, sans perspective, vous êtes à la merci de tout. Et pour ne citer que ce cas-là, le phénomène migratoire aujourd'hui, Oui. Les jeunes Africains Tout à fait. qui sortent au prix de leur vie, qui veulent aller ailleurs, je pense que c'est parce que Ben, ils se disent qu'il il n'y a pas d'avenir chez eux. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas Il n'y a pas d'alternative. d'alternative. Et Parce que qui choisirait la mort plutôt que de rester. c'est terrible. Hein. Voilà, c'est terrible. Et avec une Méditerranée qui s'est transformée voilà, en cimetière depuis des années et des années. Voilà, exactement. Donc, mais que peut-on faire? Que peut-on faire? Ben, c'est de créer les conditions pour que les jeunes aient des emplois. Déjà au niveau de l'éducation, créer des institutions, des universités qui produisent ce dont les pays ont besoin, qu'il y ait une adéquation entre la formation et l'emploi, déjà. Et donc, ça commence aussi donc à l'éducation. Ensuite, j'ai dit, il faut développer le pays. Créer des emplois, ça veut dire investir, ça veut dire créer du travail. Et donc, ça veut dire se développer. Et ça, c'est le point fondamental. Vous savez, ces hommes et ces femmes qui
qui ont présidé aux indépendances de nos pays dans les années 60, avec deux objectifs. Et ils ont créé, avec la participation du Maroc, l'organisation de l'unité africaine, qui avait deux missions. Libérer politiquement l'Afrique, ce qui était peut-être le volet le plus facile. Ensuite, libérer économiquement l'Afrique. Ça, c'était plus difficile. Et ils avaient compris que pour cela, il fallait développer l'Afrique. Et pour développer l'Afrique, il fallait passer par l'intégration et l'unité africaine. Pourquoi ils ont créé l'organisation de l'unité africaine. Et aujourd'hui encore, moi j'y crois. Je pense que nous devons absolument développer nos pays. Et je suis convaincu que pour développer nos pays, il faut que nous nous mettions ensemble. Il faut que nous passions par l'intégration. Et puis peut-être cesser d'attendre que ça vienne d'ailleurs. Oui. Que l'Afrique fasse beaucoup plus confiance à l'Afrique elle-même et ne pas attendre des aides européennes, des aides américaines ou des aides d'ailleurs, parce qu'on se dit aujourd'hui, et c'est vrai que vous avez raison, Monsieur Traoré, parce qu'on a l'impression, et ce message, on l'entend comme si l'Afrique parlait cette fois-ci vraiment d'une même voix, de se dire on doit se faire confiance, on va s'aider les uns et les autres. C'est un discours qu'on n'entendait pas il y a 20 ans. Vous faisiez référence à l'OUA, devenue depuis l'Union africaine. On le sent, on le sent. On a envie que vous y parveniez, en fait, que tous nos États y parviennent. Mais on a l'impression que, ça y est, on a presque le doigt dessus aujourd'hui, contrairement à ce qui était auparavant. Oui, on a presque... On a mis peut-être du temps à réaliser, mais ça y est, on y est. On a presque le doigt dessus. Bon, moi je veux bien. Pas tout à fait. Mais je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'autre alternative, mais n'empêche que ça fait plus de 20 ans que ça dure et nous n'y sommes pas parvenus. Voilà, donc il faut qu'on se mette ensemble et qu'on compte essentiellement donc sur nous-mêmes. Parce que si on attend des autres qui nous développent nous, on va attendre longtemps. On va attendre longtemps. Ça fait longtemps qu'on attend, mais il va falloir qu'on arrête d'attendre. Et en fait, chacun défend ses intérêts et c'est normal. L'Afrique a les moyens de son développement. Nous avons des potentiels inouïs. Nous avons des richesses inouïes. Nous avons des populations inouïes. Nous avons des jeunes. Nous avons la moitié de l'Afrique, c'est constitué de jeunes. De jeunes. Et donc, il suffit que nous le voulions. Mais cette volonté, elle est là aujourd'hui. Cette volonté, c'est cette volonté qui est là de plus en plus. Et c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure qu'on y a mis presque le doigt dessus. Voilà. Monsieur Traoré, mais justement, un point peut-être essentiel qui aiderait. Est-ce que si le continent arrivait enfin à se mettre d'accord sur une libre circulation, et notamment pour notre jeunesse, parce que c'est compliqué les visas entre nous, entre chaque pays pour bouger. C'est compliqué pour notre jeunesse aussi d'obtenir et les documents qu'il faut pour aller faire les études et là et là. Est-ce que cette fameuse libre circulation ne serait pas la clé pour ouvrir de nombreuses portes? Bon, la libre circulation peut-être. En tout cas, elle est nécessaire. Pourquoi peut-être? Mais ce qui est vous n'en êtes pas convaincu? Bon, la libre circulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aller d'un endroit à un autre? Non, ça veut dire... non, bien évidemment. Non, mais ça veut dire les visas en moins. Oui, on peut enlever les visas. Voilà, mais c'est juste les visas, bien évidemment. La sécurité, elle est essentielle. On le rappelait en début d'émission, et que nous ne sommes personne et aucun pays aujourd'hui dans le monde à l'abri du terrorisme. Mais n'empêche que si on facilitait les procédures de pays à un autre et une meilleure libre circulation sur le continent, est-ce que ça aiderait notre jeunesse? En fait, c'est ça ma question. Ça aiderait notre jeunesse à mieux se connaître, pas, à réfléchir ensemble, à penser ensemble, à décider ensemble et à agir ensemble. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas seulement de se déplacer, c'est de travailler. Mais ça ouvrirait des portes. Et économiquement parlant, ça aurait des enjeux de taille. Il faut que les Africains se mettent au travail. Et je pense que un moyen de se mettre au travail ensemble,
c'est effectivement qu'on apprenne à se connaître davantage. Donc qu'on puisse circuler librement, se rencontrer, se parler, se comprendre et devenir solidaire. Je crois effectivement que la libre circulation peut servir, mais ça n'est pas tout. Ça ne résoudra pas tous les problèmes, voilà, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, il faut qu'on travaille. Il faut que ça permette de travailler, d'échanger des expériences. Ouais. C'est-à-dire pas juste circuler pour aller faire des études, mais que ça donne la possibilité qu'il y ait une véritable création d'emplois partout. Oui, circuler pour aller faire des études parce que, bon, les pays n'ont pas les mêmes expertises, ils n'ont pas les mêmes réalités. Donc, il y a des pays qui sont excellents dans certains domaines et d'autres pays qui sont excellents dans d'autres domaines. Bon, quand un étudiant malien va du Mali, il va dans un autre État africain, parce que là-bas, ils sont spécialistes, ils sont excellents dans tel domaine, c'est une excellente chose. Et vice-versa. Donc, que les gens puissent circuler, que les étudiants puissent circuler d'un pays à l'autre, c'est une très bonne chose. Mais je dis encore une fois, il faut que tout cela aboutisse au travail. Une dernière question, vous dites mieux se connaître, ça veut dire peut-être essayer de nous lancer dans des échanges culturels, il y en a déjà quelques-uns bien évidemment, mais qu'il y en ait davantage? Oui, mieux se connaître parce que, vous savez, tout est là. Après les indépendances, les générations qui sont venues après, ce sont quelque peu isolées. Et nos cadres, nos responsables se sont sentis de plus en plus maliens, de plus en plus marocains, de plus en plus sénégalais, au lieu de se sentir de plus en plus africains. Oui. C'est parce qu'il n'y avait plus de contact. Chacun s'est recroquevillé sur lui-même autour de fausses données, des données virtuelles. Parce que vous savez, on dit souvent, bon, vous avez un taux de croissance à 2 chiffres, 10% de taux de croissance, c'est très bien, etc. Mais ça rime à rien du tout. C'est de la poudre aux yeux. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Moi, je dis, si j'ai 100 francs et si vous avez 1000 francs, si je travaille très bien et que j'ai un taux de croissance de 10% et vous, un taux de croissance de 5%, mais la différence entre nous, c'est 900 francs au départ. Mais au bout de l'année, moi, avec mes 10% de croissance, j'ai 110 francs. Vous, avec vos 5% de croissance, vous avez 1050 francs. La différence, c'est 940. Elle a augmenté. Donc, ce sont des chiffres qui sont assez dangereux. Assez dangereux et très parlants en même temps. Voilà, assez dangereux. Donc, moi, je crois que si... Je reviens toujours sur ça parce que c'est ma conviction. Si nous nous mettons ensemble, si avec mes 100 francs, avec ces 100 francs, avec les 100 francs de l'autre, dès qu'on devient 5 avec 10% de croissance, on stabilise la distance. Et dès qu'on est 6, on commence à rattraper le retard. Et l'Afrique, elle doit passer par là. Et donc les générations qui sont venues après les pertes de l'indépendance, ils se sont recroquevillés sur eux-mêmes. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, il est difficile qu'ils se retrouvent. Alors la solution, c'est quoi? C'est notre jeunesse. Si elle circule, si elle se parle, si elle apprend à se connaître, elle deviendra de plus en plus une jeunesse africaine, plutôt que de rester une jeunesse malienne ou une jeunesse guinéenne, etc. Une jeunesse seulement marocaine. Voilà. Est-ce que ça nous a permis de mieux nous connaître, tous les deux, cette interview? Mais vous savez, les hommes, dès qu'ils se parlent, ils commencent à se connaître. Quand je vous ai vu tout à l'heure, je ne vous connaissais pas du tout. Maintenant, je vous connais un peu. Moi aussi, je vous connais un peu. Merci pour cet entretien, M. Traoré. C'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà, merci bien. Radio 2M. Radio 2M. Radio 2M.